5 sur 7 matin va se poursuivre. Merci de votre fidélité à l'ORTB. Nous sommes ensemble jusqu'à 8h45 minutes. Nous sommes lundi. C'est le lundi de la politique sur 5 sur 7 matin, mais c'est un lundi tout particulier, comme je vous le disais. Aujourd'hui, 3 mai, la communauté internationale célèbre donc la journée mondiale pour la liberté de la presse. Nous allons donc faire focus au cours de ces minutes de débat sur la liberté de la presse, sur le regard réellement des professionnels des médias sur ce métier, sur le métier donc de la presse. Et pour en parler avec moi, le ministre de la Communication qui a accepté rester jusqu'au terme donc de ces échanges. Monsieur le ministre, merci d'être resté avec moi. Nous assumons, merci, de partager ces instants de bonheur avec les professionnels avec qui nous sommes en dialogue permanent. Merci beaucoup, ça fait plaisir que vous ayez accepté d'ailleurs vous asseoir à la même table que ces professionnels des médias. Et juste à vos côtés, Zakiat Latondi, que vous connaissez sans doute très bien, elle est la présidente de l'Union des professionnels des médias du Bénin. Bonjour Zakiat. Bonjour Ricardo. Merci d'être avec moi. En face, Michel Aono, représentant le Conseil national de la presse et du patronat de l'audiovisuel, c'est bien cela, CNPA Bénin. Vous êtes membre du patronat. Bonjour Michel. Bonjour chers confrères. Merci. Bonjour monsieur le ministre. Et puis Marcel Lux Zoumenou, secrétaire général de l'ODEM, l'Observatoire de déontologie et de l'éthique dans les médias. Bonjour Marcel. Bonjour Loïc, bonjour monsieur le ministre. Un plaisir de vous retrouver, Marcel Zoumenou, sur ce plateau de 5 sur 7 matin. Zakiat Latondi, vous qui êtes la présidente de l'Union des professionnels des médias du Bénin, comme je le disais, quel est le regard aujourd'hui que vous portez sur la presse béninoise ? Alors merci chers confrères, monsieur le ministre, bonjour, merci de partager le plateau avec nous. Je voudrais faire remarquer que quand on parle de liberté, et c'est une question qui revient et ça demande une quête permanente. Le combat pour la liberté, c'est vraiment c'est en continu. Et ce n'est pas à dissocier de la question de la liberté de la presse. C'est pour dire que même dans les États les plus démocratiques, eh bien, le combat pour la liberté de la presse est un combat qui est permanent. Et aujourd'hui, au Bénin, on ne saurait dire que la liberté de la presse se porte entièrement bien. Il y a énormément de choses à dire. Parce qu'en parlant de liberté de la presse, on parlera des acteurs des médias, on parlera des entreprises des médias, on parlera des patrons des médias. Et sur ces différents chantiers, honnêtement, vous convenez avec moi qu'il reste beaucoup à dire. On fera par exemple référence au classement de Reporters sans frontières, qui reste quand même, quoi qu'on dise, quels que soient les commentaires, un élément indicateur de l'état vraiment de la liberté de la presse un peu partout dans le monde. Et cette année encore, nous avons régressé dans ce classement depuis quelques années. Et c'est l'occasion de faire remarquer que la liberté de la presse au Bénin s'est déjà mieux portée qu'aujourd'hui. Et par rapport à ça, il y a un certain nombre d'éléments qu'on reproche à la liberté de la presse au Bénin, et indépendamment même des éléments là qui ont été cités au niveau du classement de Reporters sans frontières. Nous avons connu des meilleurs moments pour la liberté de la presse, en tout cas au Bénin. Aujourd'hui, les nouvelles ne sont pas très bonnes et on espère que chacun travaillera, parce que c'est une question de responsabilité qui est partagée, chacun travaillera à corriger un peu la chose pour que les jours à venir soient meilleurs et plus réluisants. On reviendra d'ailleurs sur ces points évoqués tout à l'heure par Reporters sans frontières, mais on reviendra également sur les difficultés que rencontrent aujourd'hui les professionnels des médias dans l'exercice de leurs fonctions. Michel Aonon, vous avez la même impression que Zakiat, qu'aujourd'hui la presse, elle se porte mal? Oui, bon, la presse ne se porte pas bien. Et la présidente de l'UPMB l'a dit, et je confirme cela parce que les professionnels des médias au Bénin, en dehors de quelques confrères qui opèrent en freelance, la plupart travaillent dans nos entreprises de presse. Et il se fait que depuis quelques années, les entreprises de presse ont de réelles difficultés. Et face à ces difficultés, on ne saurait parler donc de l'épanouissement des professionnels des médias, de l'amélioration des conditions de travail des journalistes. Tout à l'heure, j'ai suivi le ministre de la Communication et il y a quelques points essentiels qui m'ont réjoui du fait que vous puissiez nous offrir ce plateau pour que nous ayons le ministre en face. Il y a quelques années, il y a un appui substantiel que le gouvernement apporte aux entreprises de presse
et que nous n'avions pas considéré comme étant des prébendes, mais que nous avons travaillé à inscrire dans la loi de 2015 portant code de l'information et de la communication, afin de permettre au gouvernement de considérer cela comme un appui que l'État doit apporter aux entreprises de presse et principalement aux entreprises de presse privées. Parce que quand nous posons les problèmes de la presse, il y a la presse du secteur du service public et il y a la presse du secteur privé. Et les problèmes ne se ressemblent pas. Et nous avons, aux États généraux de 2014, nous avons recommandé au gouvernement de prendre en charge le financement de la presse du service public entièrement, que le budget de l'ORTB, de toute la machine ORTB, soit voté directement à l'Assemblée nationale afin de permettre cette autonomie et pouvoir permettre aux entreprises de la presse du secteur privé d'avoir accès à la publicité. Parce que les conditions aujourd'hui, c'est que c'est la presse du service public qui bénéficie de plus de 80% de la manne publicitaire. Et vous savez bien que sans la publicité et sans les insertions, je ne sais pas ce qu'un journal, de quoi un journal puisse vivre. Nous savons ce que la vente dans les kiosques rapporte et que la vente à la criée rapporte. La conséquence aujourd'hui, c'est quoi? Nous avons constaté qu'à l'avènement du gouvernement de la rupture, en 2016, il y a eu un communiqué de la présidente de la République qui a interdit aux entreprises publiques et semi-publiques d'arrêter les insertions dans les journaux. Conséquence logique, c'est que avant 2016, la plupart des entreprises de presse avaient 80% de leur chiffre d'affaires qui était basé sur les insertions publicitaires, c'est-à-dire les contrats de presse avec les entreprises. Mais cela ne veut pas dire que la presse était soumise à rien qu'à cela, mais que cela apportait un coût. Mais j'ai constaté qu'à l'arrivée du ministre de la Communication, le ministre Ronla, il a reçu les responsables des fêtières et quelques solutions avaient été annoncées à tout ceci. Mais j'ai constaté que pendant tout le temps, nous n'avons trouvé aucune solution. Et récemment, à l'initiative du patronat, nous sommes allés à la table ronde pour réchauffer les résolutions de 2014. Je rappelle qu'au sortir des États généraux de 2002, il y a des chantiers qui n'ont pas bougé. Nous les avons réchauffés en 2014 et c'est en 2014 que nous avons arrêté ces résolutions en amont, bien avant l'adoption du Code de l'information et de la communication en 2015. Parce que, à la différence du Code du numérique dont le ministre a parlé tout à l'heure, le Code de l'information et de la communication, les acteurs des médias avaient été associés à cela. Mais le Code du numérique nous est tombé sur la tête. Et ce qui se passe aujourd'hui par rapport au Code du numérique, c'est que il y a un mélange qui se fait entre le journaliste professionnel et le web activiste. Et le ministre, la démonstration que le ministre vient de faire m'a éclairé et c'est à cause de cela que je voudrais dire qu'il faudrait que les pouvoirs publics fassent un effort lorsque ils ont en face un professionnel des médias, un journaliste, de ne pas pouvoir le mélanger à un web activiste, quelqu'un qui écrit n'importe quoi sur Facebook et qui est capable donc de tout de suite là, vous savez, sur le terrain, un web activiste. Aujourd'hui, avec les médias sociaux, tout le monde peut se faire passer pour un journaliste, mais à la différence que le journaliste, lui, il a une déontologie, mais le web activiste n'a pas de déontologie. Comme nous puissions faire la démarcation. On reviendra de belle manière sur justement ce code du numérique qui, en réalité, aujourd'hui, pose problème. Mais Marcel Luc Soumenou, pour vous qui êtes le secrétaire général de l'ODEM, vous avez suivi les deux confrères qui, en réalité, ont présenté un état des lieux pas très reluisant de la presse béninoise. Vous pensez que ça va mal ou ça va de mieux en mieux? Tout à fait, je ne dirais pas évidemment le contraire de ce que les autres confrères ont dit. Mais pour moi, je voudrais que nous replaçons le débat dans son contexte. Quand nous parlons de liberté de presse, nous voyons beaucoup plus le cadre, nous voyons beaucoup plus l'environnement dans lequel le professionnel exerce, nous voyons les textes de loi, nous voyons tout ce qui est autour de lui pour faire son travail. Et donc pour moi, quand nous parlons de liberté de presse, ce n'est pas le débat sur la qualité, c'est le débat sur la possibilité pour le journaliste de dire ce qu'il pense et ce qui est vrai. J'ai suivi le ministre et j'apprécie de fort bonne manière qu'il ait dire que le débat sur la liberté de presse, c'est le débat des pouvoirs publics. Et moi, je crois qu'il y a un rôle important des pouvoirs publics pour améliorer le cadre. Parce que quand vous regardez un peu les griefs de Reporters sans frontières, la présidente de l'UPMB l'a dit que, en tout cas pour l'heure actuelle, le seul classement qu'on a, qui est indicateur de cette liberté, c'est le classement de Reporters sans frontières. Quand vous regardez ce classement, les griefs qui sont portés contre notre pays,
c'est le code du numérique. Et il y a un travail qui est fait justement sur ça pour la relecture du code. Parce que il y a un problème fondamental, c'est que un article du code précise très bien que si l'acteur qui est en jeu est un journaliste, on ne lui applique pas le code du numérique. On lui applique le code de l'information. Je crois que c'est l'article 558. Il y a un travail qui est fait pour la relecture et pour permettre aux acteurs du pouvoir judiciaire de n'appliquer que les dispositions du code de l'information aux journalistes. Mais ceci dit, en dehors du code du numérique, il y a beaucoup d'autres problèmes. Et nous avons déploré ici les arrestations qui ont été faites de manière arbitraire. Je voudrais rappeler que dans le contexte de la presse, ce n'est pas l'OCRC qui devrait aller chercher les journalistes. Nous avons, les organisations professionnelles ont fait des années de combat pour qu'on arrive à ce qu'un journaliste, même s'il doit être poursuivi, il doit être poursuivi par une citation directe, mais qu'on ne devrait pas aller chercher des journalistes comme ce qu'on a observé dans les lits ou bien sur le lieu de travail. Et je crois qu'il y a des efforts à faire dans ce sens, et c'est beaucoup plus, pour moi, le professionnel, je regarde beaucoup plus du côté des pouvoirs publics, et je voudrais les inviter à améliorer toutes ces choses-là. Le Bénin a été 21e, c'est le meilleur classement qu'on a eu, je crois, en 2002-2003. En 2016, on était 78e. De 2016 à 2016, on était 78e. De 2016 à 2021, on est 114e. Ça fait un décalage de 34 places. Et je souhaite que le gouvernement puisse tenir compte de ça, travailler pour améliorer les points qui créent problème. Il y a le code de numérique, mais il y a aussi la manière dont les journalistes sont poursuivis. Il n'est pas possible, quelles que soient les raisons, en tout cas selon moi, qu'un journaliste puisse être poursuivi, par exemple, devant la criette. Aucun test, aucune loi de la République ne permet aujourd'hui qu'un journaliste soit poursuivi devant la criette. Il est cité, il reçoit une citation directe et il comparaît. Il est jugé, et s'il est jugé, il doit assumer tout ce qu'il dit. Moi, je voudrais finir pour rappeler une très brève phrase du chef de l'État quand il a dit qu'il souhaite une presse qui dérape et qui répond de ces dérapages qu'une presse sous autre. Et je voudrais nous inviter, je souhaite que le gouvernement reste dans ce cadre que le chef d'État lui-même a tracé et qui, pour moi, amène les confrères, amène les professionnels à être un peu plus responsables. Ça dit que tu sais que quand tu as fauté, on doit te punir, mais il faudrait quand même que tout cela soit fait dans le cadre qui est tracé. Le cadre, c'est les lois. Les lois, c'est le code de l'information et de la communication et le code de déontologie dont nous sommes garants et qui amène les journalistes à faire un travail un peu plus professionnel. Monsieur le ministre Alain Ronla, vous avez suivi les analyses des confrères en plateau. Le pouvoir public est indexé. Je me réjouis de ces échanges directs que je voudrais qu'ils se poursuivent le long de l'année, des années à venir. Et ces échanges qui révèlent un déficit de communication et de compréhension des thèmes abordés. Je voudrais rassurer les uns et les autres de la volonté du gouvernement, des pouvoirs publics, d'arriver à une presse libre et une presse de qualité. Nous n'avons pas pour objectif d'assassiner la presse comme ça se fait dans d'autres pays. Et sur ce terrain, il y a deux choses à dissocier. La question d'abord de la liberté de la presse, qui résulte et procède d'un ensemble de mesures pour permettre que le journaliste soit libre. C'est le cas au Bénin. Il n'y a aucun texte qui interdise aux journalistes de parler, de s'exprimer. Il n'y a aucun texte, ni aucun mécanisme, officiel en tout cas, qui confine à la censure. Nous avons pu connaître ces heures dans notre pays, on en connaît dans d'autres pays. Il n'y a pas de fatwa qui soit décrété contre les journalistes pour leurs opinions, qu'elles soient nauséabondes ou pas. Au contraire, tout ce que nous faisons, c'est pour permettre l'épanouissement des idées. Donc, je veux que nous soyons clairs là-dessus et tout est mis en œuvre pour cela. Cela vient au problème du classement. C'est vrai que vous avez raison de baser votre raisonnement sur le classement de RSF qui est une référence en la matière. Mais vous faire remarquer qu'au moment où nous avons été bien classés, c'est-à-dire parmi les 15 ou les 20 premiers, c'est un moment de liberté totale. Qu'est-ce que j'entends par là? Les journalistes ou les non-journalistes
qui auraient dû être poursuivis pour leurs infractions ou les infractions commises étaient tolérés. Ça me rappelle une phrase du général Kérékou, parce que c'est à cette époque, ce n'est pas sous le président Soglo ni sous le président Yahi que nous avons connu forcément les meilleures heures. Le général Kérékou disait, quand il y avait des cas de diffamation, laissez-les, si ça peut les nourrir, qu'on continue. Donc, quand il y a une impunité totale et donc des dérives, on a de bons classements. Mais quand on commence à confronter la liberté de la presse aux autres libertés fondamentales des citoyens, qui doivent aussi peser dans la balance et qui n'ont pas de classement RSF, ça pose quelques petits problèmes. Donc, conclusion pour aller vite, rien n'est fait pour entraver la liberté de la presse dans notre pays, ni les populations, parce que ce qui rentre en ligne de compte dans ces classements, c'est dans d'autres pays où ce n'est pas le gouvernement qui décrète, mais où vous avez des fanatismes ou des fanatiques qui tuent les journalistes pour les opinions qui sont émises. Au Bénin, nous n'avons pas cela. Et nous n'avons pas d'attitude du gouvernement, des pouvoirs publics qui encouragent cela. Au contraire, c'est la liberté totale. Le deuxième problème, c'est vrai, qui est lié à celui de la liberté de la presse, c'est la qualité. Les acteurs sont malheureux, on le sait. On n'est pas... Mais oui, bien sûr, on n'est pas en dehors du Bénin, comme dans bien d'autres corporations. On n'est pas dans les conditions idéales, ni dans les bonnes conditions pour faire le travail. Et c'est là où mon gouvernement se sépare de ses prédécesseurs, qui, je le rappelle, pour contenter les uns et les autres, envoient des sous, ce que j'appelle quelques petits sous, 200, 300 millions au titre de l'aide publique aux médias tous les ans. Ça fait le bonheur de quelques-uns. Mais ça ne résout pas le problème fondamentalement. Or, l'ambition du gouvernement du président Patrice Talon, c'est de crever l'abcès, de soigner les problèmes à la base, à la racine, et de mettre des fonds plus ambitieux. Vous avez évoqué un problème. J'ai eu comme instruction et comme préoccupation particulière de faire renaître l'aide publique aux médias, le fonds. Vous voulez qu'on parle franchement? J'ai fait le tour, j'ai posé le problème en Conseil des ministres parce que je voulais vraiment que nous arrivions quand même à aider la presse pour construire la maison des médias, etc. Vous n'avez pas eu gain de cause? Non, ce n'est pas que je n'ai pas eu gain de cause. Mais sans jeter l'opprobre sur les uns ou les autres, je pense que beaucoup d'acteurs étaient plus préoccupés par les dépenses de fonctionnement et de prestige plutôt que par résoudre les problèmes de la presse qui, pour nous, consistent, à recruter, former de bons journalistes, aller vers les écoles de journalisme, les multiplier, parce que c'est le privé qui s'en occupe essentiellement, équiper les organes de presse, permettre aux organes de presse d'avoir un encadrement, un environnement, comme j'ai dit, créer les conditions d'une autonomie financière. Donc, ce que je suis en train de vous dire nous oriente vers des budgets pour démarrer. Je ne veux pas m'avancer, mais au lieu que ce soit 300 millions tous les ans ou 500, même 500 millions, nous pensons à des budgets de l'ordre des 5 milliards, même pas du milliard culturel, comme on a pu connaître dans d'autres domaines. Donc, quelque chose de substantiel qu'on ne peut pas distribuer à la va-vite. Cela suppose des concertations qui vont être organisées pour que les problèmes soient pris à bras-le-corps. Donc, moi, je suis très optimiste et c'est vraiment parce que nous n'avons pas l'occasion d'échanger davantage que je n'arrive pas à insuffler cette volonté, cette ambition du gouvernement pour que nous ayons vraiment une presse de qualité. Le président de la République a été invité sur les médias internationaux récemment, RFI et France 24. Nous voulons parvenir à ce que nous ayons une presse dans notre pays qui rivalise avec ces grands titres qui ont déjà beaucoup d'avance, qui ont des moyens. Voilà l'ambition. L'ambition, ce n'est pas de permettre et d'encourager certains journaleux. Parce que quand je m'adressais tout à l'heure à la corporation, j'essaie de faire la part des choses entre les journalistes et les journaleux qui gangrènent la population. Sur le code du numérique, vous l'avez reconnu fort heureusement, le code du numérique qui est une obligation, un impératif. Parce qu'il faut voir ce qu'on appelle les gaiemans. Il faut voir les délits, les crimes qui se commettent par voie numérique. Ce n'est pas les journalistes qui sont visés. Même s'il y a pu y avoir quelques amalgames, et vous avez fort heureusement reconnu que lorsqu'un journaliste a un statut établi, il est exclu du code du numérique. Mais l'exemple que vous avez donné en disant qu'il y a eu des interpellations un peu musclées, c'est vrai, nous sommes au début, et l'OCRC n'est pas une instance de poursuite des journalistes.
l'OCRC poursuit les cybercriminels. Et quand on attrape quelqu'un en train d'escalader un mur, on lui met la main dessus avant de se rendre compte qu'il s'agit d'un médecin ou d'un journaliste. Donc ce n'est pas la qualité de journaliste qui oriente les poursuites, c'est la nature de l'infraction qui donne pouvoir et autorité aux institutions spécialisées pour aller. Je ne vais pas être hypocrite. Je sais qu'il y a des problèmes qui se posent, nous travaillons. Je ne vais pas vous dire tout ce qu'on fait. Il y a des infractions établies, vous savez, je suis aussi un professionnel du droit. Si on devait permettre la citation directe, c'est aussi une citation devant des tribunaux répressifs et à la disposition des privés dont les intérêts sont lésés. Ils sont diffamés, ils sont injuriés, ils sont offensés. Mais vous n'avez aucune plainte du président de la République, comme on a pu en connaître par le passé, pour offense. Vous n'avez aucune plainte du président de la République ni d'aucun ministre pour des propos qui sont tenus sans vérification, sans crédibilité par certains titres. C'est ça les vrais indicateurs. Je vais conclure en disant ceci. Ce n'est pas de la démagogie. Nous avons à cœur, le président Patrice Talon a à cœur, et c'est ce qui est partagé par son gouvernement et par le ministre des Médias que je suis encore, nous n'avons aucune obsession à déranger les journalistes. Nous avons au contraire une passion pour que les professionnels soient vraiment au-dessus de la moyenne, nous donnent des contenus de qualité, vivent dans les meilleures conditions, et c'est à cela qu'il faudrait que nous travaillions ensemble, plutôt que de nous plaindre, parce que parmi nous sont tapis des saboteurs. Les dégradations de rang procèdent de cette même attitude que les gens, la communauté internationale, a vis-à-vis du Bénin, qui est en train de changer, d'opérer des mutations et de se débarrasser des titres sans contenu pour arriver à des contenus véritables de démocratie et de liberté de la presse et de conditions, de bonnes conditions de travail pour les uns et les autres dans ce secteur. Zakiat, vous êtes rassuré? Je vois monsieur le ministre dans son rôle, et c'est normal. Il est entièrement dans ce rôle, et je voudrais même saluer ce discours très ambitieux et prometteur pour la vie des médias au Bénin, parce que c'est ce dont nous rêvons. Nous avons travaillé et milité pendant longtemps pour de meilleures conditions de vie et de travail des acteurs des médias. Et si monsieur le ministre aujourd'hui trouve que passer de 300 millions à plusieurs milliards, parce que le plaidoyer a été fait en son temps même pour le milliard de la presse, qu'il vous souvienne que depuis 2015, par exemple, les médias n'ont plus bénéficié de l'aide qui est réservée pour l'appui aux médias. Et depuis 2015, pendant ce temps, ils font quoi? Ils deviennent quoi? Comment est-ce que ces médias fonctionnent, etc., etc. Monsieur le ministre a attiré l'attention sur la question du fonctionnement. Il ne s'agit pas seulement du fonctionnement. Et quand il parle du fonctionnement, je crois qu'il indexe indirectement un peu les organisations, les associations professionnelles. Puisque dans la cagnotte qui est réservée pour accompagner les médias, cette cagnotte-là de l'aide de l'État à la presse, il y a ce qui est réservé également pour le fonctionnement des associations professionnelles des médias. Et c'est peut-être par rapport à ça qu'il dit il ne s'agit pas de chercher à mettre les organisations professionnelles dans une aisance ou bien dans une situation, enfin, je ne sais pas trop, mais il s'agit de doter ces associations professionnelles également des moyens nécessaires pour leur permettre de jouer efficacement leur rôle. L'ambitieux programme de faire en sorte que nous ayons une presse libre, des acteurs de médias bien formés, je crois que si on veut le faire et bien le réussir, il faut le faire avec ces associations professionnelles. Mais si depuis 2015 à ce jour, ces associations ne bénéficient absolument de rien, je ne sais pas ce qu'il va rester de ces associations au moment où on sera prêt à injecter ces milliards dont on nous parle. Mais après, au moment où on donnait ces 350 millions, ce n'était pas distribué comme monsieur le ministre est en train de le dire. Il y avait quand même toute une organisation autour. Et c'était chapeauté d'ailleurs par la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication pour
mettre en place vraiment les stratégies, les dispositions nécessaires pour que ce ne soit pas de petits biscuits qu'on distribue ou que ce soit une façon de rendre les professionnels, quelques professionnels, bien au détriment des autres. Pour en revenir, parce que je voudrais quand même qu'on arrive à faire la distinction entre ce qu'on reproche aujourd'hui à l'État très peu réluisant de la liberté de la presse, à la question du financement des entreprises de presse ou encore de l'aide de l'État à la presse. Ce qu'on reproche aujourd'hui en parlant de la liberté de la presse au Bénin qui se porte mal et qui est mise à rude épreuve, c'est notamment la restriction progressive et continue de la liberté d'expression en se référant, par exemple, au code du numérique, parce que ici, il y a une mauvaise interprétation de la loi et c'est ça qui fait qu'on se retrouve avec des acteurs des médias parce qu'ils ont utilisé le numérique comme moyen de vecteur de l'information interpellé par un certain nombre de juridictions. Donc, il faut arriver à faire cette petite nuance-là. À la base, le code du numérique n'est pas destiné aux journalistes. Je suis d'accord avec monsieur le ministre. Et il est entièrement dans la meilleure posture de le revendiquer et de le dire. Mais dans la pratique, il y a une mauvaise interprétation de cette loi-là, une application erronée de cette loi, avec pour corollaire une remise donc en cause de la dépénalisation des délits de presse, ce qui se traduit donc par l'interpellation, l'emprisonnement du journaliste dans l'exercice de sa profession, la suspension, la fermeture des organes de presse. Et c'est toutes ces choses-là mises ensemble qui justifient la chute continue de notre pays. C'est vrai, on a eu des moments réluisants, mais il faut rappeler que depuis ce temps, même si c'est 2005, 2002, 2003, et qu'après ça, chaque année, on regresse quand même dans ce classement. Et il ne s'agit pas de se référer seulement au classement de Reporters sans frontières, mais après, il faut voir l'environnement dans lequel nous sommes, il faut voir les conditions qui s'offrent à nous pour nous permettre d'exercer normalement ce métier. Marcel? Je crois qu'en dehors de l'aide de l'État que le ministre vient de dire que le gouvernement travaille à améliorer la cagnotte, je crois qu'il faut travailler à avoir un environnement fiscal très favorable aux médias. Moi je plaiderais même pour un système fiscal beaucoup plus favorable et qui permet aux médias les plus compétitifs de gagner de l'argent à travers la publicité, parce qu'ils ont un bon chose là. Il faut travailler sur ces choses et permettre aux médias de gagner réellement de l'argent. Parce que le thème cette année, c'est l'information comme bien public. Et si l'information est un bien public, les acteurs qui travaillent pour servir ce bien public sont au service de la nation. Et la liberté de presse, la liberté d'opinion, c'est un pilier important de la démocratie. Et j'ai entendu le ministre dire que le gouvernement travaille pour que le Bénin soit un pays beaucoup plus démocratique. C'est pourquoi je souhaite que toutes ces propositions, que ce soit celles du gouvernement, mais que ce soit les doléances que nous venons de porter ici, puissent être mises ensemble et pour qu'on y réfléchisse pour améliorer les choses. Parce que, comme l'a dit la présidente de l'UPMB, les conditions dans lesquelles nous travaillons sont pénibles. Je vais finir par prendre l'exemple de l'organisation dont je suis le secrétaire général, qui est son siège. Nous sommes dans un siège, nous ne sommes pas à la maison des médias, mais nous sommes harcelés par le propriétaire. Et actuellement, nous n'avons pas d'électricité, nous n'avons pas d'eau. Et comme j'ai le ministre en face, je voudrais l'inviter à faire un tour pour voir les conditions difficiles dans lesquelles nous travaillons à l'ODEM. Et ça, c'est l'un des problèmes parmi tant d'autres. J'ai même peur que le ministre ne comprenne pas l'importance ou ne perçoive pas la délicatesse de la chose. Il s'agit de dire à monsieur le ministre, puisque nous avons l'occasion. Et d'ailleurs, nous avons déjà, et je vous remercie infiniment pour ça, nous avons eu plusieurs occasions de parler avec le ministre. Nous avons même envoyé des courriers qui sont restés sans réponse pour présenter un peu la situation que nous vivons aujourd'hui. Le secrétaire général de l'ODEM appelle le tableau de l'ODEM, mais ça ne s'arrête pas là. Et parlant de l'ODEM, c'est des mois d'impayés au bailleur qui laisse son cadre
à la structure. C'est Merci, ODEM Présidente. aujourd'hui sans électricité, sans eau, et le système de monitoring mis en place au niveau de l'ODEM ne fonctionne pas. Et comme ça, comment est-ce qu'on permet à la structure de fonctionner normalement? Indépendamment de ça, même si vous n'êtes pas au niveau de la maison des médias, les structures des associations professionnelles qui sont au niveau de la maison des médias vivent également leur réalité. Et parlant l'UPMB, le CNPA, la FERCAB. Et donc, il y a énormément de problèmes et on voudrait souhaiter que nos courriers, même si c'est des réponses qui ne seront pas satisfaisantes, aient quand même une chute de la part de monsieur le ministre. J'espère au moins que vous avez de l'eau et de l'électricité au niveau du CNPA. Mais le CNPA a son siège à la maison des médias, comme l'UPMB, c'est l'ODEM qui est détaché. Et les réalités sont pratiquement les mêmes. Seulement que le cas de l'ODEM est devenu plus préoccupant parce que je ne sais pas quelle autorégulation l'ODEM peut faire dans ces conditions, alors que l'ODEM participe à l'autorégulation. Vous savez bien que l'autorégulation, c'est le premier moyen d'assainissement que nous-mêmes nous avons mis en place. L'ODEM a été créé depuis 1999. Et donc, moi, je voudrais dire que en écoutant le ministre de la Communication, j'ai comme l'impression que nous sommes partis encore pour des promesses. Mais je voudrais bien que pour ce quinquennat qui va démarrer, que je compte sur la bonne foi du ministre et sur la diligence du président de la République parce que les médias souffrent. Je vais vous dire que par rapport à tout ce que le ministre vient de dire, nous sommes déjà en avance. Vous savez pourquoi? Dites-nous. Parce que tout ce que le ministre vient de dire, nous les avons arrêtés depuis 2014, un an plus tôt avant l'adoption du code de 2015. En 2014, nous avions arrêté les chantiers. Le gouvernement, les chantiers, les archives sont là. Nous avons tout. En 2014, nous avons déjà arrêté les projets structurants. Et c'est en 2014 que les acteurs même se sont réunis et ont estimé que la manière dont l'aide de l'État à la presse privée a été gérée n'était pas, au fait, ne nous arrangeait pas et que cela n'a pas trop favorisé le développement réel des entreprises de presse. Quelque part, ce que le ministre a dit est vrai. Mais nous-mêmes, nous avions déjà reconnu cela. Et c'est nous-mêmes qui avions recommandé au gouvernement d'alors de surseoir à l'appui financier et de nous permettre de transformer l'aide de l'État à la presse privée en un fonds d'appui au développement des médias. Et c'est à cause de cela que le travail qui a été fait en amont à l'adoption du Code de l'information et de la communication, nous avons inscrit cela dans la loi. Quand vous prenez la loi de 2015 portant Code de l'information et de la communication, le fonds d'appui au développement des médias est inscrit là-dedans. Maintenant, ce n'est pas de la jalousie. Je pose un problème. Aujourd'hui, le ministre estime que c'est parce qu'il y a un peu de désordre et tout que le gouvernement décide d'assainir. C'est à cause de ça que le gouvernement a fait blackout totalement depuis 5 ans sur l'appui financier aux médias privés. Je suis d'accord. Mais il y a des problèmes au niveau des fédérations sportives dans le pays. Mais ça n'a pas empêché le gouvernement de débloquer 1,150 milliard récemment, il y a à peine 3 mois. Les fédérations sportives ont bénéficié de leurs subventions. 1,150 milliard. Les problèmes qu'il y a au niveau des acteurs culturels, nous savons parce que nous travaillons avec eux. Ouais. Mais les problèmes qu'il y a à ce niveau-là n'ont pas empêché le gouvernement de passer de 3 milliards à 5 milliards pour le fonds des aides de la culture. Donc j'estime que ce n'est pas parce que au niveau des médias, il y a quelques petits problèmes que cela soit un argument Pensez qu'il y a pour une mauvaise ne pas volonté, du c'est tout ça, Zakia? apporter l'appui qu'il faut. Quel que soit le milliard qu'on va injecter, je suis convaincue qu'on n'arrivera pas tout d'ego à régler tous les problèmes qu'il y a. Les problèmes sont là et nous en avons pleinement conscience. Nous avons identifié nous-mêmes les chantiers nécessaires sur lesquels nous devons travailler pour en arriver à une presse libre, à une presse de qualité, avec des acteurs bien formés. Mais si nous n'avons pas les ressources, si nous n'avons pas les moyens, je ne sais pas ce que nous allons faire. Et donc le plaidoyer aujourd'hui, c'est vraiment de demander l'accompagnement du gouvernement. Nous rêvons également d'avoir une presse assez forte qui rivalise même avec les presses la presse à l'international. Et moi, je suis quelquefois mal à l'aise de voir que chaque fois pour les grandes sorties, par exemple, du chef de l'État, ce soit sur les les acteurs chaînes de la presse internationales. internationale, les chaînes internationales, qui vraiment soient amenés à interviewer le chef. Il faut qu'on travaille à réserver ces scoops-là
à notre presse nationale. Parce qu'au niveau de la presse nationale aussi, on a des acteurs qui sont qualifiés, Compétents. des acteurs qui sont bien formés, des acteurs qui sont compétents, qui peuvent faire ce travail-là. C'est un chou gras. Et ces choux gras-là, il faut les réserver à notre presse nationale. Finalement, Monsieur le ministre, j'espère que la presse n'est pas l'enfant mal aimé du gouvernement. Puisque Madame la présidente de l'UPMB, cher Zakiat, me dénonce, je vais la dénoncer. Il y a beaucoup de On a courriers- encore moins de 5 minutes. Hein. Il y a beaucoup de courriers qui sont adressés au ministère et qui ne parviennent pas toujours au ministre, ça il faut le savoir. Mais vous avez le privilège d'avoir mon numéro et qui vous est accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. C'est le cas de nombreux autres acteurs de la presse. Comme Marcel, que- comme Michel. Absolument. La presse que je n'ai pas découvert en étant ministre, ce n'est pas par hasard que je suis arrivé là. Je connais beaucoup de patrons de presse. Je suis un passionné de la presse. Je voudrais aussi être un petit actionnaire ou subventionner la presse. Donc, c'est vous dire que je connais les difficultés au quotidien des acteurs des médias. Des difficultés que je déplore et pour lesquelles je voudrais agir. Et telle est également la volonté de mon gouvernement, la volonté du chef de l'État. Mais nous sommes à l'écoute des acteurs de la presse comme nous sommes à l'écoute de tous les Béninois. Et vous auriez constaté que les priorités des priorités, les problèmes d'eau, les problèmes d'électricité dont nous allons tous bénéficier ont occupé le programme d'action du gouvernement, les problèmes de déploiement de la fibre optique dont vous avez besoin. Est-ce qu'on peut avoir une presse sans électricité ou de l'électricité qui coupe tout le temps? Une presse dont les acteurs ne peuvent pas être soignés s'ils sont malades? Une presse qui n'a pas d'Internet? Donc tous ces préalables ont été les priorités du quinquennat passé. Je vous assure, je crois que nous avons besoin de nous faire mutuellement confiance. Croyez-moi également que je ne pratique pas la langue de bois. Et je vous aurais dit, comme je le dis de manière cash, ce qui ne va pas, on vous aurait dit, il n'y a pas de possibilité pour ci, il n'y a pas de possibilité pour ça. Tout ce que je vous ai La annoncé... crainte, c'est que ce soit des promesses Non, qui il ne s'agit... Le se président réaliseront Patrice Talon ne fait pas de promesses. Il s'engage. Et son gouvernement est à son image. Ce qui jamais. est Vous ne faites pas possible, du politiquement correct, ce là? qui est possible, ce qui est impossible, il le dit. Vous en souffrez, mais vous ne pouvez rien faire. Ce qui est dit... On a relève- encore moins de 5 Non, minutes, non, Monsieur le ministre. On me ce fait qui- signe de l'autre ce qui côté est qu'il est dit- là. c'est pour vous Oui. dire que c'est un gouvernement franc. Ce qui est dit relève du possible. Et ce que je suis en train de vous dire, ce n'est pas des promesses, c'est un engagement qui sera honoré par le gouvernement pour peu que nous apprenions à nous refaire confiance et à travailler en harmonie, en symphonie. Je n'ai aucun intérêt, au nom du gouvernement, à venir tenir des propos démagogiques. Nous avons à cœur le bien-être des Béninois, des acteurs de la presse. C'est ma responsabilité première en tant que ministre des Médias. Et comme mon président, je voudrais être porté en triomphe. Donc il faudrait, même si je n'y crois On pas, fait un dernier tour de qu'un table. travail soit fait. Et donc moi, je vous donne rendez-vous. Nous allons nous voir plus régulièrement D'accord. pour élaborer une feuille de route, partager les ambitions du gouvernement par rapport aux enjeux des médias. Et je vous garantis que dans les 5 années à venir, nous tiendrons nos discours et que le classement de RSF de l'année prochaine sera meilleur que Espérons. celui que nous déplorons cette année. Michel, 30 secondes. 30 secondes et vous allez céder votre siège à Le Maurice. financement tient à cœur au patronat parce que vous savez qu'au niveau de l'entreprise de presse, c'est le patron qui règle les charges. Bien sûr. C'est le patron qui paie le loyer, c'est lui qui paie l'électricité, c'est lui qui paie les salaires, c'est lui qui paie les impôts, c'est lui qui fait tout. Donc, la plupart des projets structurants qui sont arrêtés et dont nous avons besoin de financement, c'est des projets qui concernent en priorité le patronat. Quand nous prenons la convention collective applicable au personnel de la presse, qui est la dernière convention qui a été arrêtée par l'Union des professionnels, qui paye le salaire, c'est le patron. Donc c'est pour dire que nous voulons rassurer le ministre et rassurer le gouvernement que l'appui financier aux médias privés, ce ne sera pas de l'argent qui doit être distribué dans les poches de chacun, mais que nous avons déjà arrêté des projets structurants, même la fois dernière, à la table ronde de février, nous avons adopté un certain nombre de résolutions à l'endroit du gouvernement. Je crois que c'est déjà parvenu au niveau du gouvernement. Et nous, tout ce que nous voulons, c'est deux choses. C'est que, en voulant prendre les décisions concernant les médias, que le gouvernement associe les acteurs des médias pour que nous puissions mieux expliquer, permettre une décision éclairée au niveau des pouvoirs publics et qu'à côté de ça, que l'appui financier aujourd'hui devient préoccupant parce que les associations professionnelles, vous avez vu, PMB, ODEM, ils viennent de parler tout à l'heure, et que le gouvernement puisse faire diligence par rapport à ce que le ministre vient de dire, que nous puissions croire que
le gouvernement puisse faire diligence pour que l'appui financier soit une réalité. Merci beaucoup, Merci. Michel Aonon. Merci vraiment d'être venu. Vous allez céder votre siège à Maurice Tontan très rapidement, qui va nous rapporter les commentaires de nos amis internautes. Et puis, on va faire un dernier tour de table avant de conclure par les sports. Maurice Tontan, bonjour. La question adressée aux téléspectateurs, elle était celle-ci. Peut-on continuer à faire confiance aux médias? Pourquoi? Bonjour Maurice. Bonjour Ricardo Loïc Pécou, monsieur le ministre, bonjour chers amis. Les internautes ont été très nombreux à avoir réagi à la question du jour de ce matin. J'ai sélectionné quatre interventions. Kadri Mohamed nous explique que le droit à l'information est un droit constitutionnel. Les médias sont au cœur de nos vies, écrit-il. Ils sont nos compagnons en affaires, dans l'éducation, la santé, l'agriculture. Bref, dans tout et en termes de pouvoir, les médias sont classés quatrième après l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Malgré leur déviance et leur nuisance, quelquefois, écrit-il, ils méritent notre confiance. Roland Bocor, on doit toujours faire confiance aux médias, mais en faisant preuve de discernement. Sinon, personne ne sera informé. Il y a toujours deux presses, selon lui, une responsable faisant objectivement son travail et l'autre irresponsable diffusant des canulars ou distribuant des tracts. C'est au lecteur, écrit-il, de faire le choix entre les coquilles vides et celles pleines. C'est critique un peu dur, mais c'est les avis de nos internautes également. L'Iris Haïté à Glinglo lui dit non, je ne pense pas que l'on peut avaler tout ce que les médias disent. Des fois, ils sont manipulés par les politiques. Des fois, ils ne prennent pas assez de recul par rapport aux faits et des fois aussi, ils en rajoutent pour vendre davantage ou pour que ça attire plus d'audience. Et pour terminer, Koumassa Maurice nous écrit que la communication est en train de prendre le dessus sur l'information, galvaudant ainsi la noblesse de cette fonction d'informer la grande masse. Aussi, les médias occidentaux versent dans le négationnisme envers notre continent africain et ont perdu leur crédibilité. En résumé, voilà ce qu'il faut retenir des différents avis et commentaires des internautes et téléspectateurs au sujet de la question du jour de ce lundi. Merci Maurice Tontan. On va faire un dernier tour en 60 secondes. Marcel Lux Zoumenou, secrétaire général de l'ODEM, votre mot de la fin. Et puis Zakiat après, le ministre. J'ai écouté une phrase qui a retenu mon attention. Et que je répète, je crois que c'est ce qui se passe aujourd'hui. Il y a plus de communication que d'information. Nous devons donc travailler pour qu'il y ait plus d'informations que de communication. Le gouvernement a besoin de l'information, la vraie, pour pouvoir travailler. Les populations ont besoin de l'information, la vraie. Tout le monde a besoin, même les journalistes eux-mêmes ont besoin de l'information. Et je souhaite que nous travaillions à ce qu'il y ait plus de l'information que de communication. Je remercie en disant que nous avons écouté beaucoup les promesses du ministre et nous souhaitons que ça soit réellement des engagements. Merci beaucoup. Zakiat. Merci pour ces engagements du gouvernement. Les associations professionnelles seront disponibles à accompagner la mise en œuvre de ces engagements. Et on veut passer de l'étape des engagements à des actions concrètes. Et nous sommes entièrement disposés pour ça. Nous sommes mandatés pour ça. Et nous travaillons déjà à notre niveau pour que nous soyons face à une presse libre, face à une presse professionnelle. Et c'est l'occasion de remercier tous les acteurs des médias, tous les professionnels des médias qui travaillent inlassablement pour une qualité d'information appropriée pour la population en général. Parce qu'on a beau dire que ça ne va pas, je pense qu'il y en a qui font du bon travail et c'est le moment de les saluer et surtout de les citer en exemple pour qu'ils soient vraiment des modèles pour les autres. Il faut vraiment une presse professionnelle et tous les acteurs des médias doivent travailler à ça. Merci. Zakiat Latonji, présidente de l'UPMB. Monsieur le ministre, votre Je pense que le conclusion temps en des 30 secondes. incompréhensions est terminé et que, loin d'être des promesses ou des professions de foi, les engagements pris par le gouvernement seront honorés. J'en veux pour preuve, et Madame la Présidente de l'UPMB peut en témoigner, nous avons réveillé le code de la publicité qui est quand même fondamental pour l'épanouissement des médias, de la presse. De cette même manière, nous allons ressusciter tous les projets d'aide sur lesquels nous allons travailler. C'est le temps du développement, les préalables sont posés, et comme le Président l'a dit, l'a rappelé, les 5 années à venir, c'est 5 années où chaque Béninois vivra le développement, l'épanouissement dans sa poche, dans son être.
les professionnels des médias n'échapperont pas à cette réalité parce que le développement, vraiment, ça y est. C'est ce qu'on peut espérer. C'est un engagement, ce n'est pas une promesse, mais déjà essayer d'aider l'ODEM qui n'a pas d'eau et d'électricité à son siège. On a vu une urgence. Merci vraiment, Monsieur le ministre, d'être resté Merci. avec moi. Bonne fête à tous. Merci. Bonne fête. Je salue tous les acteurs des médias. Vous savez, nous reconnaissons le travail qui est fait, le mérite des uns et des autres, et nous vous encourageons pour aller au firmament. Merci. Sommet de notre art. Merci, Monsieur le ministre de la Communication et de la Poste, porte-parole du gouvernement, Alain Ronla. Merci d'être venu sur ce plateau. Zakiat Latondi, présidente de l'UPMB, merci d'être venu. C'est moi qui vous remercie. Et vous aurez sans doute une suite pour vos courriers désormais. Merci Marcel Lux Zoumenou, secrétaire Ricardo. général de l'ODEV. Merci d'être venu. Et puis à Michel Aono également, qui représentait le CNPA, membre du patronat. Merci beaucoup. Maurice Seglatantan, merci. À demain. À demain. Merci beaucoup.